Bonsoir, vous êtes au bon endroit sur Noah Place à 20h le rattrapage, votre émission qui décrypte les temps forts de l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine. Comme chaque samedi soir, pour nous accompagner, nous recevons un invité ou plutôt une invitée. Bonsoir Michel Delaunay. Bonsoir. Je vous en prie, approchez. Bonsoir. Bonsoir. Installez-vous, je vous en prie. Alors vous êtes médecin cancérologue, ex-député PS de la Gironde, ancienne ministre déléguée aux personnes âgées et à l'autonomie. Vous venez de publier un nouvel ouvrage, Le fabuleux destin des baby boomers, paru aux éditions Plomb. Nous en parlerons dans une poignée de minutes. Mais avant cela, pour commencer, je vous propose cette image qui était au cœur de l'actualité cette semaine. La démission collective de plus d'1 millier de médecins hospitaliers. Ils quittent leurs fonctions administratives pour dénoncer l'asphyxie de l'hôpital public. Alors je le disais, vous êtes médecin, ancienne responsable de l'unité de dermatologie, cancérologie au CHU de Bordeaux. Le malaise est si profond que ça vous choque ces médecins qui jettent leur blouse? Je ne suis pas une fanatique de ces gestes, jeter des blouses, jeter des manuels scolaires. Quelque chose en moi trouve que c'est peu républicain d'une certaine manière. Mais ce qui est important, c'est qu'en effet, l'hôpital est dans une immense difficulté. Une immense difficulté. Et vous voyez, ça me touche au fond du cœur. Études comprises, j'ai été pendant 45 ans à l'hôpital. Et j'ai pu admirer l'engagement des équipes, des médecins jusqu'à toutes les aides-soignantes, tout le monde. Il y a une vraie volonté de servir et de soigner. Et je crains gravement qu'il y ait une volonté de libéraliser la santé. Et ce serait perdre notre trésor national. Est-ce qu'on sait qu'à l'hôpital, on peut avoir des traitements exceptionnels, des traitements qui viennent de recherche, de sortir de la recherche et de montrer leur efficacité, qui quelquefois coûtent, écoutez-moi bien, plus d'1 million par traitement. Des traitements longs, extrêmement coûteux. Et pour cela, on n'a qu'à présenter sa carte vitale. Et moi qui connais le système américain, par exemple, je sais que c'est un véritable trésor, à la fois par la qualité des soins et l'innovation qui est à l'hôpital. Notre CHU, vous le savez, est au premier plan. Et je crois que les Français doivent mesurer la chance qu'ils ont. Alors, ce mouvement de démission collective est très suivi dans notre région. À Bordeaux, une trentaine de médecins a démissionné. À Limoges, 19 chefs de service ont fait de même. Alors, c'est pareil à Poitiers, à La Rochelle. Je vous propose d'écouter leur motivation. Leur émotion est là. Ils assistent depuis des mois à ce qui se présente à leurs yeux comme la mort annoncée de leur hôpital public. Aujourd'hui, ils refusent de se rendre complices d'une politique de soins à court terme qui les contraint à devenir des gestionnaires avant d'être des soignants. On met les gens dans les services où il y a de la place, pas forcément dans les services qui correspondent à leur pathologie. Vous pouvez vous retrouver avec un infarctus du myocarde en urologie. Tous les jours, je déprogramme des patientes que je dois opérer parce que je n'ai pas de bloc opératoire pour les opérer, en sachant qu'il y a un bloc qui est fermé à l'hôpital Mère-Enfant, faute de personnel. J'ai prêté serment pour exercer la médecine et je n'ai pas prêté serment pour exercer une médecine rentable. Moi, je suis soignant jusqu'au bout des ongles, il n'y a pas de problème. On est tous des soignants avant tout et c'est pour ça qu'on cautionne plus ce mode de fonctionnement. L'hôpital-entreprise, on s'y retrouve plus. Au sein de ce service qui mutualise 4 spécialités, ce chef de service est consterné par la logique financière. On est passé d'une situation d'austérité à une situation de pénurie. Quand je suis arrivé dans le service en 2010, les 2 ailes que vous voyez là, celle de droite et celle de gauche, étaient ouvertes avec des malades. Ça faisait 50 lits d'hospitalisation pour 4 spécialités. En 10 ans, on a fermé la moitié des lits. Donc vous avez toute une aile qui est entièrement fermée avec 25 lits de moins. Autrefois véritable Graal pour les étudiants en médecine à Limoges, l'hôpital public n'attire plus aujourd'hui que 30% d'entre eux. Cadres de santé, infirmières, aides-soignantes se sentent aussi sacrifiés.
Il faut que la population prenne conscience que l'hôpital public, c'est son hôpital et que si elle ne défend pas cet hôpital, dans quelques temps, elle n'aura plus les moyens de se faire soigner correctement et on pense que c'est déjà le cas. Les 19 démissionnaires du CHU de Limoges rejoignent un mouvement national inédit à ce jour. Des médecins contraints de faire du tri avec leurs patients. Éthiquement, le métier devient insupportable. Il devient très difficile. Et vous voyez, j'ai un ami cancérologue au CHU de Bordeaux que j'ai vu pleurer en me parlant du fait que ses rendez-vous étaient à 6 mois, malgré des agendas absolument bloqués et complets. Et il m'a dit tout simplement, et c'est là que j'ai vu ses larmes, et pendant ce temps, la maladie progresse. Je crois qu'il faut que chaque Français mesure que c'est la première chose qu'il a à défendre. Car rien ne compte. Et beaucoup de gens qui ont été malades de maladies difficiles savent qu'à ce moment-là, on sait qu'il y a un combat qui dépasse tous les autres. Et nous devons, là je me pose presque en patiente, et non pas en médecin, je ne soutiens pas un lobby. Il faut que nous sachions que c'est pour nous vraiment la chose décisive. Et j'ai toujours regretté dans ma carrière politique de ne pas pouvoir entendre suffisamment ce discours de noblesse et d'hommage à l'hôpital public. Oui, là il y a un enjeu décisif. Alors parmi les revendications des médecins démissionnaires, il y a le financement de l'hôpital public. 6 sur 10 sont en grande difficulté. C'est le cas du centre hospitalier de Haute-Corrèze à Ussel, épinglé par la Chambre régionale des comptes. On regarde. Approximation financière, documents administratifs inexistants et un déficit qui se creuse d'année en année depuis 2013. Cumulé, il pourrait s'élever à plus de 9 millions d'euros. Le rapport de la Chambre régionale des comptes n'étonne pas les syndicalistes de l'hôpital d'Ussel qui dénoncent l'immobilisme de la direction. On a une direction qui ne prend pas ses responsabilités, qui n'a aucun projet pour l'établissement. On nous cache financièrement beaucoup de choses. Voilà pourquoi cet établissement est en situation et que la Cour des comptes a relevé tout ça. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées et qu'on a des directeurs qui ne font pas leur travail, qui ne respectent pas la réglementation. Le rapport met aussi en cause la gestion des professionnels de l'hôpital. Pas de bilan moral réalisé en 2016 ni en 2017 et un personnel peu valorisé, déjà dénoncé par les syndicats. On n'a jamais eu, depuis 3 ans, un bilan social pour noyer dans la masse. On a quand même beaucoup de personnel en situation précaire, pas de titularisation, pas d'avancement de grade. Et donc tout ça fait qu'on a eu des fuites de personnel. Une gestion tumultueuse qui remonte selon la Cour des comptes à 2013. Mais comment une telle situation peut-elle durer aussi longtemps ? Pourquoi le conseil de surveillance n'a-t-il pas tiré la sonnette d'alarme ? Le conseil d'administration et direction qui, avant, gérait les centres hospitaliers, est devenu un conseil de surveillance qui valide, mais sans avoir eu la main sur un bon nombre d'informations ou d'orientations surtout. Et vous ne pouvez pas les demander ? On peut toujours demander, mais on n'aura pas la main sur le fait que de faire valider ou de modifier certains éléments. De son côté, la direction n'a pas souhaité s'exprimer. Un nouveau directeur en intérim devrait arriver le 20 janvier prochain. L'hôpital en ville se porte mal, mais ce n'est pas mieux en zone rurale. Pour lutter contre les déserts médicaux, de plus en plus de communes ou de départements ont recours à des médecins salariés. Je sais, Michel Delaunay, que vous avez une position à contre-courant là-dessus. On en parle juste après cet exemple en Corrèze. Très attendu, il a ouvert aujourd'hui. Voici le centre municipal de santé de Tulle, destiné en priorité aux quelques 1700 tullistes dépourvus de médecins traitants. Il regroupe 2 secrétaires médicales et surtout 3 médecins généralistes salariés par la ville et aux 35 heures, une nouvelle forme d'exercice de leur métier. C'est une offre complémentaire qui va attirer certains professionnels en reconversion professionnelle qui veulent arrêter leur exercice libéral parce qu'ils souhaitent alléger leurs tâches quotidiennes, ou alors de jeunes professionnels qui veulent être sous cette forme d'exercice salarié qu'ils ont connu à l'hôpital ou ailleurs. De quoi pallier un peu la pénurie de praticiens à Tulle, où l'on compte seulement 10 généralistes pour 15 800 habitants. En France, 4% des gens n'ont pas de médecin traitant. En Corrèze, le taux monte à 13%.
Michel Delaunay, c'est peut-être ça, alors la solution pour lutter contre les déserts médicaux? Ça a été dit exactement. C'est une offre complémentaire. Je suis, bien évidemment, j'ai travaillé avec eux pour la poursuite de la médecine libérale comme on la connaissait jusque-là. Mais l'important, c'est qu'il n'y ait pas de désertification. Et cette médecine salariée répond aux exigences d'un certain nombre de médecins. Vous voyez, je ne veux pas faire un sexisme à l'envers. Il y a beaucoup de femmes médecins aujourd'hui. Et elles ont, comme les autres, un certain nombre d'obligations qui fait que ce salariat, avec un nombre d'heures limité, normal en tout cas, répond à leurs besoins. Oui, puisque la médecine ne se pratique pas comme par le passé. Pas que, disons, ça existe aussi. Mais en effet, du fait de cette arrivée très importante des femmes, et en particulier dans des villes plus petites, où il faut quelquefois faire des kilomètres pour accompagner, ce n'est pas le cas de Tulle ni d'Ussel, pour accompagner les enfants à l'école, il est souhaitable qu'il y ait cette médecine qui est finalement très républicaine et que j'apprécie aussi. Ce qui compte, c'est d'avoir des médecins à disposition permettant des diagnostics précoces et compétents. Et ça aussi, c'est vraiment essentiel. Michel Delaunay, je le disais en tout début d'émission, vous étiez ministre délégué aux personnes âgées et à l'autonomie entre 2012 et 2014 sous le mandat de François Hollande. Vous étiez chargé du projet de loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement. D'autres mesures devaient suivre. Vous les attendez encore? Je les attends encore. C'est vrai, non seulement j'ai porté, mais essentiellement élaboré presque au quotidien cette loi dont globalement je suis fière, mais c'est vrai, c'était l'acte 1 d'une loi plus complète et la deuxième partie c'était le grand âge, les établissements, etc. Et c'est vrai que j'ai un regret immense parce que si nous avions fait l'ensemble de cette réforme due à la longévité et à la transition démographique, c'eût été le totem social du quinquennat de François Hollande. Et bien sûr, j'aurais été très fière de le faire. Un jour, il vous a dit cette petite phrase, c'est en améliorant la situation des jeunes que l'on répond le mieux aux attentes des grands-parents. Alors c'est Hollande qui vous a dit cette phrase. Est-ce que, comme François Hollande, Emmanuel Macron est imperméable au sujet des âgés? Alors, j'ai dit cela à François Hollande, qui, bien qu'il soit de cette génération que je représente, n'avait pas compris que quand on a 30 ans d'espérance de vie à la retraite, 25 ans, on a une identité par soi-même. Et bien sûr, on a un rôle très important vis-à-vis de ses petits-enfants. Tous les baby-boomers le savent, ça. Mais on existe. Et on veut être pris en compte. Et je crois que cette prise en compte et cette valorisation est tout à fait essentielle. Et reconnaissons que les hommes politiques ont toujours eu, tous, un peu de mal à parler du vieillissement. Alors peut-être feront-ils mieux avec la longévité. Je pense que pour Emmanuel Macron, ce n'est pas une évidence immédiate, mais je crois qu'il fera cette loi. Mon combat, et que ce ne soit pas une loi pour saupoudrer. On a besoin aujourd'hui de mesures extrêmement fortes. Et quand je dis « on », c'est tout, une fois encore, le personnel d'accompagnement, les métiers que j'appelle de l'autonomie, qui doivent être valorisés, soutenus, qui doivent avoir des évolutions de carrière, car vous savez que 17% de ces personnels sont au-dessous du seuil de pauvreté. C'est inacceptable. L'autonomie, justement, parlons-en, c'est un enjeu majeur puisque 600 000 Français résident en EHPAD. Pour les accompagner, une société de Bidart dans le Pays Basque a mis au point un robot, Compaille, c'est son nom, je sais que vous le connaissez bien. Je le connais bien. Il est testé en ce moment même par les résidents de l'EHPAD d'Archange. Ces grands yeux bleus séduisent déjà les personnes âgées dans cette maison de retraite d'Archange. Voici Compaille 3. Vous tenez le robot
Anthony va vous expliquer. Écoutez bien ce que vous dit Anthony. Maintenant, il faut avancer les jambes. Les jambes, voilà. Un robot dernière génération qui permet d'aider à marcher. En phase d'expérimentation dans cette EHPAD, ce nouveau compagnon assiste le personnel soignant dans ses tâches quotidiennes. C'est aider les résidents à garder leur autonomie. C'est-à-dire que Compaille, c'est un compagnon en plus qui va les aider pour des animations, qui va les surveiller la nuit s'ils chutent. On a le droit de se promener la nuit. Nous, on se promène la nuit. Pourquoi un résident en EHPAD n'aurait pas le droit de se promener la nuit? Par contre, s'il chute, Compaille sera là pour nous le dire. C'est en juillet 2016 que le premier Compaille est né à Bidart, dans cette start-up qui emploie 10 salariés. En collaboration avec la maison de retraite, ils ont pu faire évoluer le robot. Le robot va s'adapter à la vitesse de la marche de la personne et on ne va pas avoir à pousser le robot. On va vraiment être obligé de marcher. Donc ça va obliger les gens à marcher vraiment. Et non pas pousser, se faire mal au dos. Compaille 3 sera commercialisé au prix de 20 000 €. Une vingtaine d'établissements pour personnes âgées est équipée de l'ancienne génération Compaille. Alors je le disais, ces robots, vous les connaissez bien puisque vous en parlez dans votre livre « Le fabuleux destin des baby boomers ». Alors qu'on soit bien d'accord, pour vous, les baby boomers, c'est cette génération née entre 46 et 73. Pourquoi un fabuleux destin? Alors pourquoi un fabuleux destin? Eh bien tout simplement parce qu'ils ont la chance d'avoir rencontré le plus grand défi de notre siècle sur le plan humain. C'est la longévité. Quelle chance! Vous vous rendez compte si, sur les barricades de 1968, où on disait, où il y avait un slogan qui disait « Soyez réalistes, demandez l'impossible ». Eh bien l'impossible, nous l'avons eu. Qui aurait cru à ce moment que nous gagnerions 20 ans d'espérance de vie dans un temps si court, dans une période si courte. Et aujourd'hui, très clairement, le défi qui est ouvert à la génération du baby-boom, c'est de porter cet enjeu de la longévité et de l'espérance de vie, qui est un cadeau, d'en faire un bénéfice qui soit fait au bénéfice de tous. Vous êtes très jeune et je vous en félicite. Et je ne veux pas... Je vais prendre un exemple très concret. J'aime les exemples concrets. Si, comme je l'espère, j'ai plusieurs décennies d'espérance de vie devant moi, et j'ai eu une bonne retraite de médecin hospitalier. C'est pas une retraite, je ne veux pas dire cela pour mes collègues qui réclament davantage, et ils ont raison, mais c'est une bonne retraite. Est-ce que vous croyez que mon aide-soignante, qui gagne un salaire insuffisant, doit payer ma retraite pendant 30 ans? Donc, vous voyez l'importance de ce défi. Ça impacte absolument tous les champs de la politique. Les retraites, les politiques de santé, tout, l'héritage, tout. Et aujourd'hui, c'est nous, les boomers, qui sommes 20 millions vivants. Nous sommes 20 millions de boomers vivants. C'est la première génération qui va disparaître d'un seul coup, presque. Parce que grâce aux progrès médicaux, j'insiste, grâce aux progrès médicaux, ça fait le lien avec notre sujet, nous avons cette chance, non seulement de la longévité, mais d'être en bon état. Alors qu'il y a 50 ans, eh bien, les gens de mon âge vivaient dans la souffrance, la difficulté à marcher, la difficulté à entendre. Il n'y avait pas de prothèse auditive, mais d'un cataracte, etc. Eh bien, non seulement nous avons du temps devant nous, et nous voulons, premièrement, partager, être actifs dans la vie sociale, participer, et nous voulons aussi que ce soit au bénéfice de tous. C'est un enjeu politique majeur et une responsabilité pour les boomers. Et le fabuleux destin des baby-boomers, c'est cette deuxième révolution. Et à côté de ça, mai 68, ce n'était qu'une séance d'entraînement. Dans votre livre, vous évoquez également l'épineuse question des retraites, l'enjeu politique le plus délicat et le plus discuté, écrivez-vous. Quel est votre regard là-dessus? Vous avez une pensée également à contre-courant? Totalement à contre-courant en France et dans les
échos qu'on donne des manifestations. Mais tous les pays européens, tous, et dans le monde globalement aussi, on comprend que la retraite, c'est d'abord un enjeu démographique. J'ai gagné 20 ans d'espérance de vie, je peux travailler 2 ans de plus, pour la raison que je vous ai dite. Je ne veux pas peser sur les autres générations. Et personnellement, oui, je crois, et j'ai le courage de le dire en simplicité, que si on prend en compte généreusement, fortement la pénibilité, il faut allonger la durée d'activité. Je vais vous dire aujourd'hui, les retraites, être à la retraite trop tôt, quand on est très actif, eh bien, c'est à l'origine d'une multiplication des cas de dépression, et les suicides les plus fréquents sont les suicides des âgés. On ne le sait pas. Alors j'ai bien dit, parce qu'autrement je vais me faire... On me comprendra mal plutôt. Il faut prendre en compte la pénibilité. Les métiers ne sont pas égaux. Et c'est pas difficile, la pénibilité. Ça se calcule justement en espérance de vie. Les ouvriers ont 6 ans de moins d'espérance de vie, d'une part, en accident du travail et en maladie professionnelle. C'est très simple. On peut le faire, et on peut le faire avec vigueur. Et ça aussi, je le défends. Alors, on va changer de registre avec cette autre actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine. La visite d'Emmanuel Macron à Pau après le G5 Sahel. Il a inauguré le Phébus, le bus 100% propre qui roule à l'hydrogène. Je vous propose de regarder ce reportage. C'était enfin le grand jour pour le Phébus hydrogène palois avec la visite du président de la République qui a découvert cette pépite technologique. Alors, vous êtes pas mal là, vous êtes pas mal hein. Un grand jour également pour le maire de Pau, François Bayrou attendait cette image symbolique chez lui, un soutien clair et affiché du président à quelques semaines des élections municipales. Alors vous vous trouvez dans une ville qui a précisément choisi sur ces questions écologiques et climatiques, d'entrer dans les actes. Je ne vais pas vous citer tout ce que nous avons fait, ça fera un catalogue et ça aurait l'air électoral, ce qui est très loin de ma pensée. L'agglomération paloise et l'État ont signé ce matin un contrat de transition écologique de 25 millions d'euros pour aider plusieurs projets innovants dans le domaine de l'environnement. Nous sommes en train de voir cette transformation au concret. Et nous sommes en train de voir qu'elle donne une place, un avenir, ici même, à des dizaines de milliers de nos citoyens. En redessinant des perspectives à nos agriculteurs, à nos artisans, à nos élus, à de nombreuses associations, et en laissant une place à chaque citoyen. Juste avant cette table ronde, un enseignant de Morlas, également élu, a réussi à interpeller le président sur les retraites. Un échange vif de quelques minutes. Il m'a répondu que, vu mon âge étant enseignant, ça allait m'être bénéficiaire. D'abord, 1, je ne le crois pas. Et 2, moi, si je suis en grève depuis plus de 8 jours, c'est pas pour moi, c'est aussi pour mes enfants, c'est aussi pour la société qui se prépare. Dans cette matinée consacrée à l'écologie, l'actualité a finalement rattrapé le président. Pau qui roule propre, est-ce que ça donne des idées pour le Bordeaux de demain? Alors, très clairement, Bordeaux a un problème de mobilité et d'environnement de ce fait qui fait partie, et chaque Bordelais le sait, heureusement il n'y a pas que des Bordelais, Elsa Arnoux qui nous écoute, mais c'est un enjeu tout à fait majeur. Là, les travaux annoncés sur le pont de Pierre, ça ne va pas arranger les choses? Ça va pas arranger les choses, mais déjà il n'était ouvert maintenant qu'aux cyclistes. C'est très difficile, mais il y a vraiment des décisions assez fortes à prendre. Actuellement, si on peut l'éviter, on va de moins en moins en ville, parce qu'on sait que c'est absolument une perte de temps, très souvent très forte, et il faut qu'il y ait une augmentation du réseau de trams, ça je le crois très profondément, éventuellement d'autres modalités. Je déteste ce terme, mais il faut une circulation plus apaisée. Parce que, vous voyez, ça a des conséquences sur l'emploi. Beaucoup de gens, actuellement,
font de l'absentéisme parce que c'est favorisé par leurs difficultés de mobilité. Quand vous devez mettre 2 heures pour aller à votre travail et sortir et d'avoir plus le temps d'aller chercher vos enfants, ça impacte tout. Cette question de la mobilité propre, ou du moins favorisée comme telle, il faut le faire. Ceci dit, moi je ne suis pas quelqu'un qui interdit la voiture de manière systématique. Quand une maman va à l'autre bout de la ville avec ses 4 enfants dans la voiture... Ça dépend évidemment des situations. Il faut savoir marcher, se déplacer, mais attention. Justement, vous savez que je défends les âgés. Eh bien, il faut savoir que marcher et aller en vélo, marcher longtemps et vite, eh bien, ça discrimine une partie de la population. Un peu de légèreté à présent, c'est l'heure de l'instant web. Michel Delaunay, connaissez-vous le beach art ? Je vais le connaître grâce à vous. Alors, c'est une œuvre éphémère réalisée sur le sable. Je vous en parle car cette semaine, un artiste a dessiné un koala géant sur la plage de Royan. Un hommage à l'Australie dévorée par les flammes. C'est une vidéo qui vous a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. On regarde. On parlait transport juste avant, et là, le réchauffement climatique, ça vous fait réagir ? Alors, c'est le beach art qui me fait réagir, parce que je découvre que je savais ce que c'était. Et je vais vous dire un scoop dont je suis infiniment fière. Une fois, malheureusement, j'ai fait la une du Figaro, parce que j'avais gagné le concours de château de sable du Figaro. Ah bah écoutez, j'étais petite. Vous me l'apprenez, vous nous l'apprenez. La une du Figaro, c'était un grand moment de ma vie. Alors avant de se quitter, car cette émission touche déjà à sa fin, une dernière réaction, peut-être après cette semaine de mobilisation contre la réforme des retraites, on a l'impression un petit peu que tout est fini lorsqu'on est retraité. Vous, vous dites que non, les âgés, c'est une expression que vous aimez bien, ils ont encore beaucoup à apporter à la société. Ah, ils ont énormément, et c'est totalement le sujet de mon livre. Et en plus, je crois que c'est un atout pour la société, j'en suis sûre, par rapport aux générations avant, on le sait, c'est notre génération qui constitue les aidants, et par rapport aux jeunes générations. Et vraiment, on le sait, dans les municipalités, il y a beaucoup de personnes de bon âge. Dans les associations, elles tiennent grâce aux âgés. Pourquoi je dis âgés ? On ne dit pas les personnes jeunes, on dit les jeunes. Eh bien, moi, je dis les âgés parce qu'il faut être libre dans son vocabulaire. Il faut ne pas avoir de tabou. Je suis âgée comme vous êtes jeune, ni plus ni moins. Le poids des mots est très important. J'aime beaucoup cette liberté. Merci Michel Delaunay de nous avoir accompagnés ce soir. Je le rappelle, votre livre, Le fabuleux destin des baby-boomers, est disponible en librairie. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 20h, le rattrapage. Passez une belle soirée sur Noah. Merci.